Bonjour, ici Jessica Laventure. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le lieutenant-général retraité Roméo Dallaire. Bonjour. Bonjour à vous. Merci beaucoup d'avoir accepté de prendre quelques minutes pour nous parler. Vous êtes un homme, bien sûr, très populaire. Vous êtes très occupé aussi. Vous êtes fondateur de la Roméo Dallaire Child Soldiers Initiative. Vous êtes agrégé supérieur à l'Institut montréalais d'études sur le génocide et les droits de la personne. Et vous êtes co-directeur du projet Will to Intervene. Mais bien sûr, on vous connaît surtout pour avoir commandé la mission de paix des Nations unies pour l'assistance au Rwanda. Vous avez averti la communauté internationale qu'il y avait un génocide qui se préparait au Rwanda et on a ignoré vos avertissements. En tant que leader, comment est-ce qu'on se sent comment on fait pour composer avec le fait qu'on n'est pas écouté? On persévère, on continue à œuvrer, on fait l'attrition de ceux qui sont nos supérieurs, qui ont les autorités, pour les convaincre. Et donc, parce qu'il y a juste deux options. Il y a soit se battre, puis continuer à se battre pour ce qu'on croit et d'agir en conséquence, ou de tout simplement abandonner, comme il y en a qui font, puis ils disent, bon, ben, tu sais, je vais donner ma démission. Donner sa démission en avant du conflit, et lorsque les gens qui sont avec nous ont encore confiance en nous, ça, je considère ça un geste quasiment de traîtrise. Ça fait que tu te bats, puis tôt ou tard, on réussit à les convaincre. Oui, mais c'est ça, ça doit être difficile de rester motivé face à l'indifférence. Non, au contraire, on vient qu'à prendre de l'énergie avec ce conflit-là. Puis c'est un des volets les plus intéressants, c'est de voir les gens être décousus, d'être obligés de te revoir encore te battre pour le même problème, mais eux autres être obligés de défendre leur position. Est-ce qu'il y a des choses qu'un leader peut faire pour se faire entendre? Oui, il y a certains gestes d'éclat qu'ils peuvent faire. Il y a la désobéissance qui est toujours là aussi. Tu sais, puis faire à sa tête et vivre avec les conséquences. Et ça, c'est un geste qui peut se faire. Je pense que lorsqu'on a une mission et on voit les conséquences, on a le droit de prendre une décision qui peut être éthique, même si c'est une désobéissance, parce qu'elle est peut-être moralement correcte. Et dans ce volet-là, c'est un outil qui devrait être considéré par ceux qui vont démontrer le courage de le faire. Et quelles sont les qualités requises pour un leader pour faire face à des situations qui sont difficiles? Et est-ce que ces qualités-là sont différentes ou similaires à celles requises lorsque les choses vont bien? Oui, je pense que gérer une crise est une dimension différente de gérer le quotidien. Et d'ailleurs, gérer le quotidien peut être atteint par justement de la gestion, mais un scénario de crise, particulièrement où les gens sont à risque, pour quelque raison que ce soit, à ce moment-là, ça prend du leadership. Et du leadership veut dire du don de soi et une implication humaine, personnelle, vis-à-vis les autres êtres humains. Et non pas une présence de loin et aussi une délégation de ses responsabilités. Mais vous avez dit justement, puis je vous cite, qu'il est particulièrement difficile d'être un leader de nos jours. Oui, parce qu'aujourd'hui, on n'exige pas justement qu'on soit compétent et expert de notre discipline pour laquelle on a évolué, mais qu'il faut aller au-delà de nos frontières de discipline et être multidisciplinaire. Et dans ce contexte-là, il n'y a aucune solution qui peut être amenée dans l'ère moderne sans avoir beaucoup plus de capacité de connaître les autres disciplines qui peuvent avoir une influence sur le solutionnement. Donc, c'est une éducation continuelle et un exercice essentiel de communiquer avec d'autres pour les amener vers votre objectif. Vous avez aussi dit, et je vous cite encore une fois, « Nous ne devons jamais nous contenter du statu quo si nous ne voulons pas régresser ». Qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce qu'on est condamné à toujours régresser ou c'est possible de progresser? Non, on doit progresser en ne se sentant pas à l'aise avec le statu quo, en ne se sentant pas à l'aise qu'on a réglé le problème, puis là, on peut, tu sais, en jouir seulement. Je considère que dans une période de révolution dans laquelle nous sommes, il faut continuellement être aux aguets de qu'est-ce qui s'en vient et de s'adapter en conséquence. Et donc, les leaders, c'est ceux, justement, qui anticipent qu'est-ce qui s'en vient et s'adaptent afin d'y faire face et de tirer profit à tous ces changements-là.
Les propriétaires de fermes familiales qui se préparent en ce moment à transférer leur entreprise à leurs enfants sont souvent étonnés de voir l'attitude très différente qu'a la nouvelle génération, la vision très différente du monde qu'ont les jeunes. Et vous l'avez dit vous-même que les jeunes d'aujourd'hui, comparativement aux générations précédentes, ont une vision très différente du monde. Comment est-ce que cette vision-là est différente et est-ce que vous y voyez un avantage? Moi, je pense qu'il est absolument inouï de voir que ceux qui prennent la relève ne sont pas limités par les bordures de leur territoire. Au contraire, ils se sentent participants dans un ensemble et dans ce contexte-là, veulent maximiser ce qu'ils ont pour atteindre leur partie de l'ensemble de l'organisation, que ce soit agriculture ou d'autres choses. Trop souvent, historiquement, on se limitait à nos balises et ces jeunes-là, ils n'ont pas de balises, ils n'ont pas de frontières. Donc, ils sont prêts à aller prendre des décisions d'envergure pour leur entité que aurait été inimaginable par la sagesse traditionnelle de leur précédent. C'est un avantage, finalement. Oh, yeah, essentiel. Puis, vous avez dit, vous avez dit, nous sommes en pleine révolution. Ce n'est pas un problème, c'est une occasion. C'est quoi la révolution et pourquoi c'est une occasion? Parce que la révolution, c'est plus que du changement, c'est plus que de la réforme, c'est que tous les points de repère sont en ébullition. Tout change autour de nous autres. Et il y a une vitesse de ce changement-là qui amène justement la nécessité de ne pas pondérer un changement, de ne pas voir une évolution de quelque chose, mais au contraire de faire des sauts. Et faire des sauts, des fois, qui exigent des risques. Donc, ça, c'est le domaine dans lequel on est aujourd'hui à cause de l'accélération des outils qui existent, que ce soit communication, technologie, même changement social. Donc, dans une situation comme ça, le leader, c'est celui qui voit, qui perce à travers de toute cette énergie-là, puis est capable de le focuser, qui est capable de l'amener. Donc, il est capable d'amener les gens à réaliser l'opportunité qui existe et puis de foncer avec ça. Et ça, c'est beaucoup plus fort que de simplement être évolutif, puis prendre 20 ans pour être boss, puis après ça, tu sais, avancer ton affaire, puis de passer à l'autre. Au contraire, c'est pour ça qu'on a des gens en bas de 30 ans qui ont des responsabilités inouïes, parce qu'ils ont pu percer et ils ont pu prendre avantage de cette révolution. Et parlez-moi du chiffre 2017 ou 2017. Vous en parlez souvent lors de vos conférences. Le 2017, c'est le fait que un pays comme la nôtre, qui est loin de maximiser encore son potentiel, crie pour un leadership visionnaire, qui est au-delà du quotidien, qui est au-delà de l'article de demain dans la presse, et qui veut guider d'une façon très stratégique l'orientation d'un pays qui a tellement de potentiel. Et donc, voici une occasion où c'est le 150e d'une démocratie les plus stables au monde et le 100e où les jeunes ont traversé et se sont battus pour nous faire identifier comme une nation-État. Alors, une occasion comme ça, c'est une occasion inouïe pour nous faire percer dans une ère différente, complexe, mais avec une idée où est-ce qu'on veut s'en aller, au lieu de simplement continuer à faire notre affaire. C'est une belle leçon de leadership. Vous avez eu bien sûr de nombreux défis lors de votre carrière. C'est quoi l'importance de faire face à ces défis-là avec optimisme? Je pense que on n'a pas le droit de tout simplement survivre. On a, par nos expériences, une responsabilité de changer, de participer. Et il arrive où on peut perdre ce désir pour des contraintes qui nous sont imposées. Mais je pense que, ultimement, j'ai réalisé que un jour, on peut venir à bout comme des conflits, des frictions qui nous séparent avec les droits de la personne et avec le désir de l'atteindre. Donc, mon optimisme vient du long terme, puis pas du court terme. Donc, si j'ai pas succès à court terme, ça ne met pas en péril mon objectif à long terme. Donc, selon vous, c'est important pour tous les leaders de rester optimistes? Oui, et puis quand vous voyez un cynique, il est absolument essentiel de l'éviter puis de l'isoler. Est-ce que vous croyez qu'il y a des traits de caractère ou des habitudes qui sont communs à tous les leaders efficaces?
Ouais, le désir d'atteindre des objectifs et les avoir raisonnablement clairs dans la tête. Tu sais, c'est des gens qui veulent, d'une journée à l'autre, ont des buts à atteindre, et puis ces buts-là, c'est ça qui les anime à vouloir y mettre l'énergie. Puis une dernière question pour vous, M. Dallaire. Comment un leader fait-il pour rallier des groupes très, très différents et les ramener tous dans une même direction, vers un même but? L'humilité. L'humilité, la flexibilité, l'écoute et une sagesse d'intervenir au moment où l'étincelle de possibilités de solutions apparaît. Roméo Dallaire, merci.